Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. Je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. Je sais qu'il y a des problèmes de grève de train aujourd'hui, et sans doute que ça perturbe en partie les rendez-vous réguliers qu'on a ensemble. Donc merci d'être là malgré les difficultés. Bienvenue à cette 7e conférence du cycle Avenue Centrale, rendez-vous en sciences humaines. On avance petit à petit. 7, c'est déjà pas mal sur cette route et sur la mise en place de ce rendez-vous. Alors, on reçoit aujourd'hui Lise Bourdeau-Lepage, qui est professeure de géographie à l'université Jean Moulin de Lyon, donc une voisine également. Je voudrais vraiment la remercier. Et la remercie beaucoup. Je la remercie d'autant plus que c'est notre représentante de la gente féminine dans ce cycle. Alors, le thème de la conférence, bien-être et nature. 2 sujets porteurs aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est 2 sujets qui ont envahi les médias. Donc ça, c'est important. 2 sujets, par contre, qui ont pris la place de la géographie dans les rayons des librairies. C'est vrai qu'on a du mal à tenir notre rayon géographie dans les librairies. Par contre, on voit que ce rayon bien-être et nature a tendance à prendre un petit peu la place de notre discipline à nous. C'est un premier paradoxe. Deuxième paradoxe, on se plaint en ce moment de l'accélération, de la perte de repères, et la nature semble aujourd'hui s'ériger en valeur, avec un pic intéressant, puisqu'on se retrouve avec 2 mots, nature et ville, qui est un autre axe de la réflexion que tu mènes, qui semble s'opposer dans l'histoire de la fabrique de la ville et de l'urbanisme, de l'urbanisation. On a souvent mis d'un côté la nature et de l'autre la ville. Et c'était une rupture, même d'un point de vue philosophique, qui était importante. Aujourd'hui, on parle de ville à la campagne n'étant pas évidemment la nature, et on parle beaucoup de nature en ville. Donc j'imagine que c'est un des paradoxes que tu vas explorer pendant ta présentation. Lise, à toi, sur bien-être et nature. Alors, du coup, Luc, tu m'as interpellé en fait sur la question de nature et ville. C'est vrai que pour une fois, j'avais décidé de pas démarrer par là. En fait, j'avais décidé évidemment de pas dire que un des enjeux majeurs de cette thématique pour moi, c'était évidemment d'essayer de comprendre comment on pouvait concilier 2 désirs essentiels de l'homme, qui sont celui d'urbanité et celui de nature. Et donc, comment les concilier? Dans un dernier article récemment, j'ai réussi à les concilier. Donc, ça devait être quelque part la conclusion de cette intervention, arriver à prouver qu'urbanité et nature, finalement, dépendaient du même, étaient fortement liés, et que finalement, le clivage qu'on avait opéré entre ces 2 concepts, si on peut parler de concept, aujourd'hui peut-être semblait dépassé. Mais c'est vrai que ça, c'est le fruit d'une réflexion que j'ai menée
qui est très récente et sur laquelle encore je m'interroge. Donc je vais laisser ça de côté, j'y reviendrai plus tard et puis peut-être qu'on posera, vous me poserez des questions par rapport à ça. Là, aujourd'hui, en fait, j'avais décidé de me positionner d'abord en partant du bien-être, essayer de voir quelles sont les différentes approches du bien-être, tout en faisant un panorama qui soit relativement très très rapide, puisque c'est la question de ma recherche actuellement, et que aujourd'hui, je suis honnête avec vous, je ne pourrais pas vous donner une définition établie, stricte de ce que moi j'entends par le bien-être. C'est quelque chose qui est en construction pour moi. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que c'est le bien-être, comment étalonner le bien-être, on est d'accord. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit quelle définition je pourrais donner qui me correspond le mieux possible et qui correspond à mon objet. Pas si simple, on est dans un processus et je pense que dans 4 ans, je pourrais vous donner une définition et avoir une avancée sur le concept de bien-être et peut-être même à réussir à avoir, espérons-le, quelques éléments concrets qui nous permettent d'expliciter ces concepts. Donc, deuxième élément, je vais essayer de voir ce qu'on peut entendre par bien-être. Donc, évidemment, mon entrée, d'où je parle, je parle en tant que professeur de géographie, ayant un doctorat d'économie. Donc, évidemment, je vais pas avoir une entrée, mon entrée ne va pas être celle de la médecine ou de la psychologie. D'accord. Donc du coup, ça ne veut pas dire que que pour moi, dans la notion de bien-être, il n'y a pas certains aspects de santé mentale. On y reviendra après. Mais pour le moment, mon entrée n'est pas du tout celle-ci. Mon entrée, c'est celle d'abord de se dire que aujourd'hui, on s'interroge sur le bien-être, souvent en essayant de mettre au point un certain nombre d'indicateurs. Donc, on pense évidemment aux travaux de l'OCDE que vous avez pu entendre parler, j'imagine, sur How is Life, qui évidemment essaye de mesurer le bien-être. Mais en fait, c'est toute une quête de notre société d'essayer de trouver un indicateur alternatif au PIB par habitant. Ou comment on peut étalonner le fait que des populations, des indicateurs de richesse qui soient un petit peu plus saisissables pour les populations que ce PIB avec tous ses travers. Donc il y a beaucoup de travaux qui s'interrogent là-dessus actuellement. Évidemment, on pourra en citer un certain nombre, comme les travaux de Braconnier et Hall, de Kahnemar 2004, de l'OCDE, qui travaillent à des échelles nationales, régionales. Et là, on est un petit peu évidemment embêté parce que c'est savoir comment on peut étalonner le bien-être, quel type de proxy on peut prendre. Donc souvent on prend le revenu, on dit finalement que notre revenu peut être une proxy de notre niveau bien-être. Cependant, on s'aperçoit, et des travaux l'ont montré, ceux de Easterling en 2001, dans un article un article qui s'appelle Income et Happiness, qui nous montre qu'il n'y a pas forcément que le lien entre niveau de richesse et bien-être peut vraiment être mis en question. Et donc du coup, on aurait une définition du bien-être qui serait beaucoup plus complexe, qui nous demande évidemment d'avoir un certain nombre de réflexions à mener dessus. Il y aurait une différence entre la situation objective des individus et leur sentiment de bonheur. Donc du coup, il y aurait 2 types on pourrait envisager le bien-être d'un point de vue objectif et d'un point de vue subjectif. Donc d'un point de vue objectif, c'est la tradition classique des économistes, et là on pense évidemment à l'utilité. Le bien-être serait le niveau de satisfaction des préférences des individus. Donc être heureux, c'est de l'utilité. Donc je vous renvoie aux travaux de Bentham. Donc il y aurait une nature subjective de l'utilité. Alors évidemment, là, on n'est pas très satisfait de cette définition, et moi, ayant été pourtant formée à l'économie, je suis pas du tout satisfaite de ça. Et je me dis finalement, le bien-être, il révèle aussi pas simplement des éléments matériels. Évidemment, derrière ces éléments matériels, il y a la qualité de la vie, il y a l'état de santé, mais il y a aussi des
d'éléments spirituels, de la culture, de mes aspirations en tant qu'individu. Donc là, je me dis comment je peux réussir à étalonner ça, parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Pour pouvoir avoir une entrée sur les inégalités de bien-être entre les individus, il faut bien avoir une mesure. Sur quoi je peux me baser pour pouvoir avancer sur la définition du bien-être, une définition et une mesure qui soit plus objective. Donc là, il y a une entrée possible, c'est celle qu'on a suivie avec Elisabeth Tovar. Je dirais même que c'est elle qui l'a initiée à l'origine pour enfin, vraiment, je tiens à préciser que c'était une de ses idées de départ. Ben, c'est la définition de bien-être, du bien-être selon l'approche de Sen. Donc, avec évidemment un bien-être qui serait multidimensionnel. Ça, vous l'avez compris depuis le début que le bien-être est multidimensionnel. C'est la premier élément, ça serait le bien-être comme liberté. Donc, mais quelque part ma liberté d'accomplir mes opportunités, ce qu'on appelle les capabilités, donc le doing et le being, ce que je peux faire, ce que je peux être. La deuxième dimension, ça serait celle de ma liberté de choix. La liberté de choix, donc, quel est mon degré de contrôle en tant qu'individu sur ce que je peux faire. Et puis sur la manière dont je peux aussi influencer l'évolution de la société. Et puis le dernier élément, c'est évidemment celui que généralement on étalonne assez facilement, c'est les réalisations. Donc c'est finalement l'ensemble de ce qui compose mon existence humaine. Donc 3 dimensions. Donc dans les réalisations, on est d'accord, c'est évidemment le fait d'être heureux. Donc là on est plus dans une optique, j'allais dire classique. Mais être heureux, on peut être heureux et pourtant être mal logé. Rien ne l'empêche. Donc on voit bien que le bien-être va au-delà de cette idée de bonheur ou du fait d'être heureux. Donc là, je vous renvoie à une conférence que vous avez eue sur le bonheur cette année, donc pas besoin. Donc trois dimensions possibles. Donc ça, nous, on a pu l'étalonner, réussir à avoir un certain nombre de critères et d'avoir une mesure qui soit objective. Évidemment, vous allez me dire, mais là, il manque, dans vos 3 dimensions, il manque quelque chose. Oui, il manque, par exemple, ma grille de moralité. Donc, mes aspirations un peu spirituelles qui sont pas prises en compte dans cette mesure donc du bien-être en utilisant l'approche de Sen des capabilités. Donc là, on n'est pas non plus encore satisfait. On se dit, mais mince, alors, c'est pas possible. C'est multidimensionnel. Comment je peux le définir? Donc, vous comprenez pourquoi au départ je vous ai dit que j'arrive pas à vous donner une définition qui soit aujourd'hui pour moi ce que j'entends par bien-être. Je pense que c'est multidimensionnel. Évidemment, ça fait appel, et c'est ce que nous rappelle Antoine Bailly dans un ouvrage qu'il a réédité cette année, que le bien-être fait appel à des concepts sociaux, spatiaux et temporels. Ok. Donc on l'a compris, une différence entre le bien-être subjectif, donc celui déclaré, et puis le bien-être objectif. L'intérêt est en pouvoir de croiser ces deux éléments. Donc, à partir de là, on peut se poser la question, quels sont les éléments constitutifs du bien-être des individus? Et puis, en particulier, quelle est la place donnée à la nature dans ce bien-être? Alors, c'est assez simple. La connexion, elle est claire. On voit que la nature est un élément de bien-être important pour les individus. Comme vous voyez, quand on pose la question aux individus, selon vous, à quoi correspond la nature en ville? Eh bien, ils vont vous répondre à peu près un tiers des personnes interrogées que la nature est synonyme de sentiments agréables. Donc la nature, évidemment, relève de cette notion de bien-être, du sentiment, du ressenti. Donc là, la nature, on va le voir, on a pu montrer à travers cette enquête que la nature est considérée comme un élément consécutif du bien-être des individus. Donc c'est une enquête qu'on a menée en 2012, donc montée avec deux personnes de mon laboratoire. Qui sont des étudiants, donc il y en a un qui est en thèse maintenant, les deux sont en thèse en plus. J'avais pas réalisé ça, mais les deux sont en thèse maintenant. Et donc ils travaillent plus du tout sur ces sujets-là, mais on avait lancé cette enquête auprès de 150 personnes interrogées dans la rue et dans des parcs. Voilà. Donc au printemps 2012, vous avez bien compris, c'est plus facile de passer une enquête à cette période de l'année.
Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Que la nature en ville, c'est quoi? C'est pour un quart des individus, l'eau, les fleuves ou les arbres. Et pour un autre quart, ce sont les parcs, les jardins. Donc, la nature vous fait penser à du ressenti, à un sentiment agréable. Mais c'est un élément contribuant au bien-être des populations pour une majorité de personnes. Il s'avère que pour plus de 56% des personnes, la demande de nature des individus est un besoin vital. Donc elle correspond à un besoin vital. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de ce contact avec la nature quand ils sont en ville. Il y en a 17% à peu près qui vont vous répondre que pour eux, ils associent leur demande de nature au désir. Donc là, moi, c'est évidemment ce qui m'a interrogée dès le départ, c'était cette notion de désir, le désir de nature, en quoi il peut modifier nos modes de faire, nos modes de vivre, et comment, en prenant en compte ce désir, on peut avoir une ville plus amène, qui nous correspond plus, dans laquelle on peut mieux s'épanouir. Alors évidemment, on peut continuer à avoir d'autres éléments. C'est-à-dire que on peut se demander si quand les gens y vont dans un parc, est-ce que pour eux c'est important d'y aller ou pas? Et là, vous voyez, on a plus de 92% qui vont vous dire que les moments qui passent dans des parcs, sont des moments qui sont indispensables, voire très importants pour eux. Donc, on voit bien que la nature est un élément consécutif du bien-être des individus. Alors, à partir de là, on peut se demander, mais quels sont les éléments de nature qui contribuent le plus au bien-être des individus? Donc, on pose la question aux personnes et on s'aperçoit que presque 100% des personnes vont vous dire que les espaces verts ont une contribution importante au bien-être des individus en ville. Pour les espaces verts, qu'en est-il pour les éléments liés à l'eau? Pour 90% des personnes, la contribution est importante. Alors, il n'y a pas que l'eau. Allons-y sur les animaux. Parce que la nature, c'est pas seulement le végétal. Souvent, on a cette idée, et moi, c'est vrai que dans mes travaux, j'ai principalement travaillé sur le végétal. Donc, pourquoi? Parce que il y a les 2 tiers des personnes qui vous disent que la contribution des animaux au bien-être en ville est sans importance ou peu importante. Réponse assez étonnante quand on pense que une personne âgée avec un petit chien est obligée de sortir et que le petit chien est un élément de socialisation. Et que ce petit chien, le fait de faire la promenade, ça va faire que la personne va marcher plus d'une demi-heure par jour. Normalement, elle doit contribuer à son bien-être. Et pourtant, malgré tout, vous voyez, les personnes vous disent que les animaux, non, c'est sans importance. Alors peut-être parce que vous voyez, j'ai mis une image de pigeon, c'est pas pour rien, des éléments nuisibles. On aurait pu mettre les cafards ou autres. Donc, quelques faits stylisés, on pourrait évidemment continuer comme ça, on pourrait prendre d'autres enquêtes qui ont été menées mais qui sont plus anciennes. On se dit finalement qu'est-ce qui se passe dans notre société? Donc on a ce besoin ce désir de nature qui émerge. Et puis derrière, on peut se demander quelles sont les considérations sociétales liées à l'environnement. Donc une prise de conscience au niveau de nos sociétés des effets d'entraînement de notre activité humaine sur l'environnement. Et donc là, c'est la prise de conscience aussi de la finitude des ressources. On a un certain nombre donc d'accords internationaux qui ont pu être signés, mais c'est comme s'il se passait autre chose. On aurait un verdissement de la société, ce que certains qualifient de verdissement de la société. J'ai repris le terme, même si on peut se dire que quelque part, qu'est-ce qui relève du verdissement et qu'est-ce qui est réellement en fait une action qui soit pas du greenwashing de notre société. Donc émergerait ce qu'on peut qualifier de... Rifkin nous dit que l'homme est un homo urbanus maintenant. Aujourd'hui, si on prend cette mise en concept, on peut se demander s'il émerge pas non pas un homo urbanus, mais un homo qualitus. C'est-à-dire un individu, un homme, surtout dans nos sociétés occidentales, qui cherche pas simplement à satisfaire son bien-être matériel, on en a parlé,
et immatériel, donc la question de la moralité par exemple, ou de sa culture, de ses aspirations, mais qui fait également de la satisfaction de son désir de nature et de la préservation de son environnement un élément de son bien-être. Donc c'est une hypothèse, c'est une idée lancée de cet Homo qualitus, et dans ce cas-là, à ce moment-là, la quête de bien-être des individus, de l'homme, le conduirait à faire de la nature l'objet de son désir. Et la nature deviendrait le désir des citadins occidentaux. Alors, évidemment, le désir, dès qu'on est parti sur la question du désir, on a un certain nombre d'interrogations. Le désir de nature semble revêtir de nouvelles formes aujourd'hui. Il est évidemment pensé à travers une prise de conscience des effets négatifs de l'activité de l'homme sur son environnement. C'est aussi un désir de nature pour corriger les maux qui sont induits par la ville. Donc on pense à la conjection, à la promiscuité, mais on pense aussi à l'isolement. Et ça, je pense que c'est un élément, à mon sens, qui est peut-être essentiel. Également, ce désir est lié aussi à la recherche de nouvelles interactions avec son prochain. Donc le désir de l'individu serait lié. Donc on est évidemment aujourd'hui, en tant que citadin, anonyme dans notre espace de vie. Et donc le désir de nature peut être vu comme la quête de nouvelles formes de proximité avec les hommes, à travers notamment un certain nombre d'activités socialisantes, comme celle de l'agriculture urbaine. Et là, on pense tout de suite au jardin partagé. Donc le désir de nature des citadins occidentaux trouverait sa source dans le désir de l'homme pour l'homme. Donc, on le sait, le désir, évidemment, est propre à chacun. Il est donc différencié à travers la société. Les racines du désir vont être aussi bien oniriques, psychiques, sociales, culturelles. On pourrait continuer économiques. On pourrait continuer un certain nombre d'adjectifs de cette nature-là. Donc, entre nous, on ne désire pas la même chose. Ou même si on désire la même chose, on ne la désire pas avec la même intensité. Donc, il y a déjà deux éléments à prendre en compte. Donc, on a des aspirations individuelles à avoir de la nature auprès de nous. Donc, on l'a bien compris, la satisfaction du désir de nature va être complexe en milieu urbain et même au-delà. Donc, on va avoir une variabilité pour satisfaire nos désirs. Donc, la première manière dont on fait quand on veut satisfaire son désir de nature, la première chose, c'est quoi? C'est le rêve du pavillon. On le satisfait. C'est le rêve du pavillon avec jardin. Donc, on le sait, dans les enquêtes qui sont menées, on sait que quand vous posez la question aux individus, pourquoi vous êtes installés en périphérie, ils disent, le premier élément qu'ils vont dire, nous on s'est installés en périphérie pour être proche de la nature, et que l'augmentation de notre niveau de bien-être est induite non pas forcément parce qu'on a une maison, mais parce qu'on est en contact avec la nature. La deuxième manière dont on peut satisfaire son désir de nature, c'est assez simple. C'est ce qu'on font les gens qui sont dans des grandes villes. C'est la villégiature, la mobilité de compensation. Je vais donc le week-end satisfaire mon désir de nature, même en étant à Grenoble. J'imagine il y en a un certain nombre d'entre vous qui vont dans la montagne. J'ai vécu 2 ans à Grenoble, donc je l'ai vécu. Donc on se déplace en montagne, à la mer ou très proche, ce qu'on appelle aussi la campagne. Et puis cette satisfaction, elle peut également se faire au sein des villes. Alors au sein des villes, elle se fait de quelle manière? C'est la nature en ville. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le renouveau des squares, des jardins, le réaménagement des berges. On réinvente les berges. Également, vous voyez ce que je vous ai mis, il y a une de ces photos, c'est un petit jardinet sur l'espace public, alors pour vous c'est à droite, à Pékin. Donc à travers le monde, on peut observer des éléments de la manière dont la nature va se réinsérer en ville et où on la trouve. Donc ça c'est évidemment assez classique, mais derrière ça vous avez les toits végétalisés, les jardins suspendus. Vous avez aussi également Paris-Plage. Vous avez le déploiement de l'agriculture urbaine qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est
le fait de jardiner, d'utiliser les friches, les vacants. Donc évidemment, on utilise ces vacants de façon temporaire. C'est le propre des jardins partagés. C'est aussi l'émergence des fermes urbaines. Donc on pense aussi au Green Market à Brooklyn, où là on a des fermes et on vend des produits alimentaires, des fruits et des légumes qui ont été produits sur le toit du supermarché. Donc c'est les rooftops également. Le toit des supermarchés installés, l'usine à salade à Lyon, donc projet. On va jusqu'à faire quoi? On va à modifier nos normes. Donc typiquement à New York, ils ont pu le faire. Donc nos normes sur nos bâtiments pour permettre d'installer de la végétation en surface. C'est évidemment également l'animal revient avec l'élevage itinérant. Donc où là, les ovins vont servir à brouter les haies. On le voit bien, on a évidemment une question, c'est quel type qu'on peut se poser, quel type de nature on désire en ville. Donc il y a 3 types de nature. Si on reprend la classification de John Dixon Hutt, en 1996 dans l'art du jardin et son histoire, il nous dit que d'abord il y a la nature sauvage, l'alteram naturam de Cicéron. Donc a priori, quand on a des enquêtes, c'est parce que veulent les individus. C'est ce qu'a prouvé en fait notre enquête faite à Lyon. La nature en friche, on n'en veut pas. À la rigueur, les femmes un peu plus que les hommes. Le deuxième type de nature, c'est la nature qui est exploitée pour l'homme, pour satisfaire ses besoins. C'est la campagne, donc c'est typiquement cette seconde nature qu'on voit émerger en ville. Et puis il y a la troisième nature, la terza natura de Jacopo Bonfadio. C'est la nature magnifiée, pure par l'art. Et donc là, cette nature-là aussi, on va la désirer parce que introduire de la nature en ville, c'est embellir la cité. Ça a une action très forte. Donc la ville va s'habiller de vert. Donc on essaye d'améliorer son cadre de vie par ce moyen-là. Donc notre désir, il va très loin. C'est que notre désir, au-delà de cette nature, de cette troisième nature, de cette seconde nature qu'on accepte d'avoir en ville et sur laquelle on porte un désir, on a peut-être un quatrième type de nature, ce que j'ai qualifié de nature mobile. La nature mobile, surprenant, un concept, c'est les dada green, qu'on voit émerger, des sacoches de nature. Donc typiquement des sacoches de vélo où vous avez des éléments de nature dedans. Vous pouvez cultiver surtout des aromates, ça c'est quand même ça, ou des petites plantes. Vous les mettez sur votre vélo, par exemple. Et puis après, donc vous vous déplacez avec. Puis après, je sais pas, vous allez au café, il y a une rambarde, vous calez votre petit sacoche et vous avez un élément de nature à côté de vous systématiquement. Donc un désir de nature qui finalement devient assez fou, c'est que je transporte ma nature, donc cette nature mobile. Alors effet de mode, je ne sais pas, mais en tous les cas, est innovant ou pas, n'empêche qu'aujourd'hui on la voit. Donc une nature mobile, et bon, la mobilité finalement nous permet de nous insérer dans la vie de différentes manières. Et on pourrait avoir un point de vue un petit peu décalé, c'est-à-dire que en réintroduisant de la nature, est-ce que quelque part je réintroduis pas aussi de nouveaux espaces temporels, c'est-à-dire ceux de la lenteur. Et là, je pense évidemment aux travaux de Pierre Sansot qui m'ont vraiment, la lecture d'un livre m'a vraiment marqué. Donc, c'est cette question-là. On le sait, on sait très bien que l'heure universelle est arrivée en 1911, qu'avant le rythme urbain était quand même dicté par la journée lumière, en fait, et que au moment où ça a basculé, où on a pu cette possibilité,
automatiquement, on s'est déconnecté d'un élément de la nature qui est celui du jour, de la nuit, du rythme. En réintroduisant de la nature, je réintroduis pas simplement le rythme des saisons en cultivant mes plantes sur mon balcon, mais je réintroduis aussi autre chose, le temps dans son sens premier. Donc ça, c'est un travail qu'on devrait faire avec Luc, voir comment le temps influence et est consécutif d'un meilleur bien-être et comment on doit gérer notre temps pour mieux vivre. Donc ça, c'est tout un projet de recherche qui portera en partie là-dessus. C'est aussi évidemment la nature en ville parce qu'à mon avis, la question va arriver évidemment au-delà de ça. Elle a un rôle éducatif, donc vous l'avez compris, à travers cette seconde nature. Mais finalement, quelle est la nature souhaitée pour le bien-être des citadins ? D'abord, vous l'avez vu, c'est une nature qui se donne à voir, qui est mise en scène. C'est une nature artificialisée. La réflexion, quand j'ai pris en photo les berges de la Seine, la photo que vous avez vue, puis que je disais, là, je prends un élément de nature. Et j'étais avec quelqu'un qui m'a dit comme ça, mais c'est n'importe quoi, Lise, c'est pas de la nature, ça, les berges. Il y a de l'eau. Et pourtant, les gens étaient alignés. Alors ça, c'est l'idée aussi reçue que le minéral ne ferait pas partie de la nature. Il y a aussi l'aspect minéral et ne pas oublier l'eau. Donc c'est vrai qu'à Lyon, à Grenoble, on fait attention à ça. Mais c'est vrai que quand on est à Paris, on n'a pas le même rapport à la Seine. Donc évidemment, c'est culturel, on l'aura compris. Donc une nature, quel type de nature on veut ? J'ai oublié, mais en fait, quel type de nature on veut ? On veut une nature confortable. Des bancs publics, des tables, des chaises, principalement dans nos parcs, des espaces accessibles, ensoleillés l'hiver. Ça sort en fait ce qui est sorti de notre enquête. Et donc on veut des pelouses non interdites, c'est le plébiscite. Mais parce que qu'est-ce qu'on fait sur ces pelouses ? On mange et on se repose. Est-ce que ce ne sont pas des activités qui contribuent à notre bien-être ? Et finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Une nature organisée par ou pour l'homme. On est tourné plutôt vers la nature en tant que sur la question végétale. Vous l'avez vu, c'est ce qui ressort en fait de mes propos. C'est réintroduire du temps, c'est réintroduire de la socialisation, donc c'est réintroduire du lien. Et quelque part, dans notre quête de bien-être, en tant qu'occidental, on fait de la nature l'objet de notre désir, mais on fait aussi de la nature quelque chose de très positif. La nature est bienfaisante et finalement, on voit maintenant la nature comme un moyen de repenser notre mode d'habiter, de réduire les effets environnementaux, de corriger les défauts de la ville, de concilier quelque part l'urbanité et la nature pour aller vers plus de bien-être. Donc on a eu une conception au cours de notre histoire, notamment occidentale, d'une nature sauvage, hostile. Donc là, c'est pourquoi même on s'est retrouvé en ville. Les racines du mot ville étant défense, des palissades, le terme de pélé, de vec, de groupe également. Donc on le voit bien. Cette nature nous était hostile. Après, on est passé à une nature symbole de liberté et de beauté. Donc là, c'est quand la machine fait son éruption dans la ville et l'usine entre dans la ville. Donc là, la nature n'est jamais parue aussi belle. La nature, elle a été domestique, magnifiée. Donc là, on pense aussi à la nature dans les campagnes anglaises. La nature artificialisée, cultivée, esthétique, ça on l'oublie pas. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à quoi ? Une nature confortable, accessible, à laquelle on peut rajouter un adjectif, une nature qui deviendrait utile. Elle l'a toujours été, mais là, elle se définirait en fait par son utilité. Et donc, la question, je voudrais juste finir comme ça. Pour moi, il n'y a pas de clivage important entre nature, bien-être et ville. Je dirais que nos désirs de nature est lié à notre désir de vivre ensemble. Et que dans le désir de l'homme pour l'homme, quelque part, aujourd'hui, la nature est un moyen de rencontre, d'avoir un peu plus de liens et de casser en fait notre isolement dans un monde
où on est évidemment interconnecté, mais où on peut se sentir très seul, parce qu'il y a un type de relation qu'on peut avoir, c'est la proximité virtuelle. Mais la proximité virtuelle, c'est le fait d'échanger avec d'autres à très grande distance, via par exemple des mails ou Facebook ou chatter ou Twitter, ce que vous voulez. Vous avez le sentiment d'être proche des gens, mais vous êtes face à votre machine. Donc voilà, c'était juste pour conclure là-dessus. La conciliation me semble importante, et la nature peut-être est au moins vue aujourd'hui comme un vecteur de mieux vivre ensemble, et d'avoir des villes qui soient plus amènes et qui donc nous tendent vers une meilleure vie, en fait. Voilà. Merci à Ali. Je pense qu'on peut applaudir, hein, je pense.